Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'accorder cet entretien à TV5 Monde. Ce matin, dans son discours d'ouverture, Mme Mushikiwabo a rappelé l'importance de rénover, de réformer la francophonie. Après 4 ans de mandat, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a atteint son objectif ? Le sentiment est partagé par tous, puisque nous avons à l'unanimité décidé de réélire Louise Mushikiwabo pour un nouveau mandat. Et je pense que ce que nous lui avions demandé il y a 4 ans, c'était en effet de redonner des bases solides à notre francophonie, en particulier de retravailler sur la jeunesse, l'éducation, le numérique. Et il faut bien le dire aussi, ces 4 années ont été marquées par plus de 2 ans de crise Covid qui ont rendu les choses très difficiles, qui ont en même temps été un accélérateur de l'ambition et ce que la francophonie a porté en matière de numérique, de médias et ce qu'elle a accompagné, d'ailleurs ce que vous portez aussi et ce que vous représentez. Et donc à ce titre, je pense que c'est une bonne chose en effet de l'avoir reconduite. Et on a beaucoup parlé d'avenir de la francophonie et c'est peut-être ça dont on peut parler aussi, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de défis, comme le monde entier. Mais je pense que l'espace que nous représentons a beaucoup de sens et porteur, je crois, de beaucoup d'avenir pour nous tous. Alors justement, la francophonie, c'est aussi la jeunesse. Un francophone sur 2 se trouve sur le continent africain. Oui. Et vous aviez émis le souhait de doubler le nombre d'étudiants étrangers sur le sol français d'ici à 2025. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la hausse des frais de scolarité dans les universités, également les difficultés d'obtention des visas. Est-ce que la jeunesse africaine francophone reste une priorité pour la France? En d'autres termes, est-ce que ce sont ces ressortissants-là que vous souhaitez attirer dans les universités françaises? Oui. Alors, d'abord, je n'ai jamais dit que je souhaitais doubler le nombre d'étudiants étrangers accueillis en France. Des pays émergents. J'ai donné plusieurs objectifs, en particulier de former plus de jeunesse, y compris dans les pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chose qui était aberrante. Il y avait des tas de formations, y compris de premier cycle universitaire, qui n'existaient pas dans de nombreux pays de la francophonie. Et donc je suis très fier que ces 5 dernières années, nous ayons développé, en partenariat d'ailleurs avec des universités africaines, des premiers cycles et deuxièmes cycles universitaires, ce qu'on a fait au Sénégal et ailleurs. Et c'est très important. On ne peut pas expliquer à une famille, si vous voulez aller dans tel secteur pour telle formation, il faut quitter le pays. C'est impossible. La deuxième chose, je tords le cou à cette idée, je pense que c'est normal qu'il y ait un minimum de frais de scolarité, mais à côté de ça, nous avons mis, si je puis dire, des frais, mais il y a Campus France qui prend tous les frais. Et Campus France a pris tous les frais de tous ses étudiants, et je vous invite à regarder les chiffres avant et après la réforme, qui est une réforme qui était nécessaire pour nos universités. Est-ce qu'il y a eu une baisse des étudiants venant du continent africain en France? La réponse est non. Et il y a même pour certains pays des chiffres qui ont augmenté. Parce qu'on a une structure qui accompagne, qui est là et qui prend la totalité des frais qui accompagnent les familles. La troisième chose sur les visas, c'est un débat de vérité, moi, que j'ai voulu. On ne peut pas dire, et vous comprenez bien, je ne peux pas moi expliquer aux Françaises et aux Français. On a multiplié fortement les investissements que nous faisons dans tel ou tel pays. On a réaugmenté notre aide publique au développement. La France a enrayé ces dernières années une diminution de l'aide publique au développement de la dernière décennie. On s'est redonné un objectif, on est au 0,55%, qui était l'engagement que j'avais pris. On a une trajectoire qui nous amène au 0,7%, on dépense de l'argent. On donne des visas. Et ensuite, avec certains pays, quand on a des situations identifiées d'immigration illégale, avec des trafiquants, les étrangers en situation irrégulière ne sont pas repris. Ça n'est pas sérieux. Donc c'est un débat de responsabilité. C'est ça le partenariat. Le partenariat réciproque, il marche dans les 2 sens, c'est aussi celui de la responsabilité. Donc je remets tout à plat pour tordre le cou à des canards, parce que sinon on ne se dit pas les choses en vérité. Donc 1, je crois dans la jeunesse africaine. 2, je crois que la responsabilité de la France et de la francophonie, c'est de développer des formations, de l'éducation du premier cycle et deuxième cycle universitaire aussi, sur le continent africain. 3, pour ce faire, je crois que ce que nous devons faire, c'est de développer et d'investir sur la formation des enseignants. C'est ce que nous avons fait, par exemple, en 2018, avec le fonds pour le partenariat mondial pour l'éducation avec Macky Sall, et la France a investi comme jamais, et nous allons le poursuivre, en particulier pour former les maîtres et rouvrir des écoles pour les jeunes filles. 4, la France continue et continuera d'accueillir des étrangers du monde entier, et elle continuera d'accueillir des étudiants du continent africain.
parce que c'est bon pour elle et son développement, et c'est bon pour la francophonie et notre relation. Mais peut-être en quelques mots, est-ce que vous avez des objectifs en termes de nationalité pour les étudiants étrangers que vous souhaitez attirer dans les universités françaises, en quelques mots? Mais d'abord, les universités françaises, il y a un principe d'autonomie. Donc ce sont nos présidentes et présidents d'université avec leurs collèges qui le fixent. Ensuite, nous, on est en train là de rebâtir les cartes dans les prochains mois des grands objectifs qu'on se donnera. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt faire au premier semestre 2023, où là, en effet, on va développer une stratégie où on dira on a besoin de talents du monde entier dans tel et tel secteur, et on a besoin d'avoir des étudiants dans tel et tel secteur, et on a aussi dans notre politique, dans l'investissement solidaire qui est le nôtre et notre volonté d'accompagner le développement de tel ou tel pays, la volonté de stabiliser ou d'accroître le nombre d'étudiants qu'on souhaite accueillir. Donc ça se fera d'abord par la stratégie qu'on est en train de parachever et par un dialogue aussi bilatéral. Ce n'est pas la France toute seule qui va dire « moi je veux accueillir tant d'étudiants du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou de RDC ». Ça n'aurait aucun sens. C'est un dialogue partenarial. Peut-être parlons de la RDC, qui est la première nation francophone avec ses 90 millions d'habitants. C'est une nation qui est traversée en ce moment par un conflit important dans sa partie est. Le M23 aujourd'hui a pris le contrôle de plusieurs localités à l'est du pays. Le M23 qui est accusé par Kinshasa, enfin Kigali, le Rwanda est accusé par Kinshasa de soutenir ce groupe armé. Est-ce que c'est une des questions que vous avez abordées au cours de ce sommet de la francophonie? C'est une question que j'ai abordée avec le président Tshisekedi et le président Kagame en septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale. Et c'est une question que j'ai abordée avec le Premier ministre de RDC qui était ici présent et le président donc Kagame. Et depuis ces dernières semaines, je n'ai pas cessé d'avoir des échanges et avec l'un et avec l'autre, et avec également les présidents Lourenço, Ruto et quelques autres présidents de la région. Je suis très préoccupé par la situation d'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que, nous disions tout à l'heure avant de commencer cet entretien, c'est le plus grand pays de la francophonie. C'est un pays qui a déjà connu des drames et où on le sait, quand la violence s'installe, c'est pour le pire. Et donc, nous soutenons pleinement les processus régionaux mis en place. Et il y en a plusieurs, entre autres le processus de Nairobi. Et donc la position qui est la nôtre, c'est que nous devons arriver à un retrait progressif du M23. Nous avons soutenu l'initiative d'installer les forces est-africaines de sécurité dans le cadre du mandat des Nations Unies pour progressivement stabiliser militairement cette région. On avait pris en particulier l'exemple de Bunagana, mais toute la partie maintenant un peu au-delà sur laquelle les forces ont pu s'étendre. Et ce qui va avec, c'est la nécessité de réamorcer un dialogue politique inclusif pour traiter du sujet. Et je pense que c'est une nécessité pour la stabilité, c'est une nécessité aussi pour tous les pays de la région, et je vois d'ailleurs beaucoup de convergences. L'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi sont sur l'agenda, que je viens de vous le dire, parce que tous craignent l'instabilité régionale là, mais surtout le fait que ça ne profite qu'aux forces terroristes qui sont en train de s'installer dans la région. Et le terrorisme est en train d'arriver avec les ADF, et il peut se développer sur, si je puis dire, cette instabilité et ce conflit. Peut-être une question sur le pays qui accueille ce 18e sommet de la francophonie. La Tunisie, c'est un pays dont l'ancrage démocratique, disons, est questionné en ce moment. Est-ce que, selon vous, la façon dont le président Saïed conduit les affaires de son pays sont conformes aux valeurs de la francophonie? D'abord, je pense que, vous savez, la francophonie, je le rappelais tout à l'heure, surtout pour un président français, c'est une institution très particulière. Nous avons donné cette langue à beaucoup de locuteurs dans le monde entier par les hasards de l'histoire. Pour les uns, la colonisation, et donc les morsures de l'histoire, et une forme aussi de trahison de ce qui était nos valeurs profondes. Et la langue a été en partage. Pour d'autres, des choix d'amour et une volonté d'y adhérer. Mais de proche en proche, nous avons créé cet espace absolument unique qui est sur tous les continents et qui est une force. Mais n'oublions jamais que la francophonie a été lancée par des présidents qui n'étaient pas français et qui venaient du continent africain et asiatique. Et donc la francophonie, je dis toujours, c'est une parole qui est décentrée. Et c'est ça pour moi qui a du sens. Et
la même chose, l'énergie de la francophonie est décentrée. Ce n'est pas à Paris qu'on pense la francophonie, même si le siège de l'EIF s'y trouve. C'est au RDC dont on parlait qui est à l'épicentre de la créativité de la France. Et concernant ces questionnements, justement, sur le sommet de la francophonie à Tunis. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié votre question. Mais je dis ça pour dire, ce n'est pas un centre qui donnerait des leçons à la périphérie. Et donc, ce qui va avec ce que je suis en train de vous dire, ce sont évidemment des valeurs que nous défendons tous, mais c'est l'immense respect qu'on doit avoir les uns à l'égard des autres. Et moi, je considère que ce n'est pas le président de la République française qui doit expliquer au président tunisien ce qu'il doit faire dans son pays. Par contre, ce que je vois, et ce que j'ai dit au président Kais Saied, qui est un ami, c'est que la France est là pour accompagner ce mouvement. Ce pays a vécu une révolution. Il a vécu le terrorisme. Il a vécu, comme tout le monde, le Covid et la déstabilisation. Il est aujourd'hui dans un moment de grand changement. Je souhaite que ce changement politique, d'abord, puisse aller jusqu'au bout. Et donc que les élections du 17 décembre se passent dans un cadre apaisé, que toutes les forces politiques puissent y participer, qu'elles donnent lieu à un résultat. Ensuite, je pense qu'il est très important, et je sais que le président y est vigilant, nous en avons parlé tout à l'heure, qu'il y ait un apaisement sur le sujet des libertés politiques, de l'expression, la libre expression des médias. Et je sais qu'un grand constitutionnaliste comme lui, il sera vigilant. Il est vigilant. Et donc je l'ai invité, moi, en lui disant qu'on allait tout faire pour pouvoir l'aider, que ce chemin puisse se poursuivre. Et ensuite, je souhaite que les discussions qui se sont entamées avec le Fonds monétaire international puissent aller jusqu'au bout et être validées, parce que la Tunisie a besoin d'un soutien économique et financier fort, et que les Tunisiennes et les Tunisiens ont besoin de cela. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans le moment que traverse la Tunisie, la France est aux côtés des Tunisiennes et des Tunisiens pour que le cadre constitutionnel et politique soit parachevé, pour que les libertés politiques, si chères à ce grand peuple, soient bien préservées, et pour que la situation économique et financière soit dûment accompagnée. Vous avez évoqué il y a quelques instants la perception de la francophonie et rappelé que les pays francophones sont souvent des anciennes colonies françaises. Sur le continent africain en particulier, souvent, la francophonie est perçue comme un outil d'influence de la politique française étrangère, de la politique étrangère de la France. Qu'est-ce que la France peut faire, doit faire pour ne pas alimenter cette perception ? Écoutez, d'abord, je pense que cette perception, elle est surtout alimentée, c'est un projet politique par d'autres. Moi, je l'ai dit dès mon discours de Ouagadougou en novembre 2017. Moi, je n'ai jamais connu la colonisation. Je l'ai en héritage, à tous égards. Et le continent africain est à plus de 65%, à moins de 25 ans. Donc, vraisemblablement, les 3/4 du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui. Et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes. Je le sais très bien. On les connaît. Et ils tiennent en boucle ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu même la colonisation. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique développent cela pour abîmer la France, abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment, en Centrafrique ou ailleurs, pour voir très clairement quel est le projet russe qui est à l'œuvre quand la France est bousculée. C'est un projet de prédation. On parle là de sujets parfois fragiles, mais en Centrafrique, on n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a encore des libertés publiques, si le droit des uns et des autres n'est pas foulé aux pieds. C'est une réalité. Et il est avec la complicité d'une junte militaire russe. Je préfère être clair avec vous, c'est ça ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la désinformation, un projet politique financé par la Russie, parfois quelques autres, le français est attaqué parce qu'au fond, derrière lui, c'est la France qui est attaquée. Et donc, ce que nous devons faire, nous, c'est de continuer à réengager. Moi, la politique à laquelle je crois, je l'ai dit, c'est cette nouvelle approche que nous avons avec la jeunesse africaine. Celle aussi peut-être d'un président qui est d'une autre génération et qui consiste à dire je veux bâtir les politiques de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, avec les Africaines et les Africains, avec la société civile, avec la jeunesse. Et je veux que ces politiques soient pleinement partenariales. Je veux qu'elles
elle soit éducative sur le climat, sur l'agriculture, sur le sport, sur la culture, qu'elle permette de développer des projets. Nous réinvestissons, mais on le fait aussi de manière beaucoup plus respectueuse. On le fait main dans la main. On le fait aussi avec de nouveaux acteurs, en permettant à la jeunesse de chacun de ces pays. J'étais il y a quelques mois, par exemple, au Cameroun. C'est exactement ce qu'on a fait avec la jeunesse, en ouvrant aussi tous les sujets de mémoire, mais en engageant de nouveaux projets. Voilà, c'est ça ce à quoi je crois. C'est une nouvelle relation avec le continent africain, une nouvelle relation géographique. J'étais le premier président à me rendre au Ghana ou au Kenya, pour ne citer que 2 de ces pays. Et donc, pour moi, il n'y a pas non plus de frontières. C'est un engagement à l'égard de l'Afrique francophone, anglophone, lusophone. Parce que, si je puis dire, moi, je veux être, en quelque sorte, le président d'une nouvelle relation avec l'Afrique. Mais nous avons tous à vivre avec les miasmes du passé qui sont parfois ravivés par d'autres. Et je crois vraiment, moi, à un panafricanisme, mais qui ne soit pas un prétexte, qui soit une capacité du continent africain à relever ses défis et aller de l'avant. Et au fond, je considère que le rôle de la France, c'est de venir en appui des organisations régionales, l'Union africaine et plusieurs autres structures, de travailler avec sa jeunesse et sa société civile pour faire advenir ce qui fait vivre le continent et le fera réussir. Je veux que l'Afrique réussisse. Peut-être une dernière question, Monsieur le Président, puisque le français se nourrit de la langue aussi qui est parlée à Montréal, Phnom Penh ou Kinshasa. J'ai envie de vous demander à vous, quelle est votre expression ou votre mot issu de la francophonie préférée, en quelques mots. Si c'est un mot simplement, j'aime le mot coruescant. Qui signifie ? Pour en citer un, j'ai souvent cité le mot saxifrage aussi, que j'aime beaucoup. Ce sont deux mots que j'aime. Mais si c'est la dernière question, est-ce que j'ai le droit de la détourner pour vous dire quand même que c'est la France qui accueillera le prochain sommet de la francophonie. Et donc on va travailler en partenariat très étroit avec le secrétariat général et la Tunisie. Et surtout pour vous dire qu'on va l'accueillir en faisant aussi plusieurs choses. D'abord, on va mettre la jeunesse au cœur de ce projet. On a lancé ce matin le projet des 1000 ambassadrices et ambassadeurs de la francophonie qui aura une marraine, la chanteuse Iseult, et avec un engagement très fort, ils présenteront leur projet. Ensuite, je veux que ce soit un temps très fort pour les créatrices, les créateurs dans la francophonie. Et donc Leïla Slimani, qui est ma représentante personnelle depuis 5 ans, va organiser une session justement qui sera à mes yeux très importante pour que les écrivains, les réalisatrices et réalisateurs, mais l'ensemble des créateurs de la francophonie puissent échanger, s'exprimer, porter des projets. Et puis, troisième chose, donc on aura un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra donc en 2024 et qui se tiendra à Villers-Cotterêts. Et Villers-Cotterêts, c'est cette cité internationale de la francophonie et de la langue française que nous avons voulu, en quelque sorte, recréer. Et pour vous dire que c'est enraciné et regardant l'avenir que nous agissons, parce que c'est le château de l'édit de Villers-Cotterêts, où le roi François Ier a décidé par un édit que la langue française allait devenir la langue des textes administratifs, et c'est comme ça qu'il a fait l'unité de la France. Le royaume de France a été unifié par une décision de l'État, par la langue. Et c'est ensuite la ville où un esclave affranchi, devenu grand soldat de Napoléon, est venu s'installer, le père d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, père. Et c'est là ensuite d'où Alexandre Dumas est parti à pied à Paris quand il a voulu écrire. Et donc il n'y a pas de plus beau lieu pour que la langue française puisse raconter son odyssée et bâtir son avenir. Il y aura un musée, il y aura des résidences d'artistes, il y aura un laboratoire, il y aura des lieux d'enseignement et nous y accueillerons donc le sommet 2024. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Merci d'avoir accordé cet entretien à TV5 Monde. Merci beaucoup.